Moi, je parle en tant que président du Parti républicain. Franck Biya, quel parti politique? Il faut arrêter ça. Oui. On ne peut pas prendre un citoyen lambda parce que vous êtes le fils. Donc le chef de l'État ne peut pas se tromper en allant désigner un individu qui ne représente rien dans la reine politique. C'est inexplicable. Tous les ministres à poste, je vous le dis en face, si vous savez que votre dossier est en suspense, là-bas au TCS, oubliez. Oubliez. Au moment où le Cameroun digère une révision constitutionnelle taillée pour organiser une succession sans urne, Jean-Gilbert Baola monte au créneau avec une violence verbale rare. Sa cible, Franck-Emmanuel Biya, fils du président, dont la candidature à la toute nouvelle vice-présidence de la République est sur toutes les lèvres. Un tir fratricide entre deux hommes qui revendiquent chacun la même filiation, qui révèle au fond les fractures profondes d'un régime en train de négocier sa propre survie. Le 2 avril 2026, Paul Biya convoque le Parlement en congrès extraordinaire. Prétexte officiel, une révision constitutionnelle de routine, réalité politique. Le chef de l'État, 93 ans, choisit son successeur. En 4 jours, sans débat réel, sans le peuple. Le texte modifie les articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 de la Constitution. Son architecture est d'une précision chirurgicale. Un vice-président nommé par le seul président, révocable à tout moment. Donc les attributions sont celles que le chef de l'État voudra bien lui déléguer en cas de vacances du pouvoir, décès, démission, empêchement définitif. Ce vice-président achève le mandat présidentiel sans passer par les urnes, prête serment dans les mêmes formes et nomme à son tour un nouveau vice-président. La boucle est bouclée, le peuple est absent. Au cours des débats, le sénateur René Zegele, doyen d'âge du Sénat et membre du RDPC, pourtant nommé par Paul Biya lui-même, a marqué les esprits en rompant avec la discipline du parti. Il a dénoncé ouvertement, je cite, la précipitation avec laquelle vous conduisez cette réforme qu'il a qualifiée de suspecte. Le sénateur a insisté, la fonction de vice-président doit être clairement définie et ne peut être rendue, je cite, convenable à merci, si elle est appelée à diriger les Camerounais un jour. Nous n'avons plus de démocratie, a-t-il lancé. Nous avons tout, sauf cela. Cette réforme est problématique pour moi. Il a demandé que le texte soit renvoyé au président pour des ajustements afin de préserver le droit du peuple à désigner ses dirigeants. Mais vraiment, est-ce que le fait de donner un vice-président au président actuel méritait la convocation d'un congrès si ce vice-président doit être nommable et révocable à merci, à souhait? Ça veut dire qu'il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire. Malgré cette intervention isolée au sein de la majorité, le vote du 4 avril entérine le tout. Environ 205 voix pour 60 contre. Le RDPC, majorité dans les deux chambres, a joué son rôle de chambre d'enregistrement avec la discipline d'une garde prétorienne. L'opposition parle de, je cite, coup d'état constitutionnel et institutionnel. Maurice Kamto, leader du MRC, dénonce une, je cite, transmission du pouvoir de gré à gré. Le barreau du Cameroun conteste la légitimité d'un parlement au mandat prorogé 2 fois sans vote populaire d'adopter une telle réforme. Mais le texte est là,
la Constitution est modifiée. Je suis très à l'aise quand je comprends aujourd'hui que on a l'impression que le ministre Zengele est venu dire quelque chose contre le parti. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il parle de la durabilité, de la stabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Simplement, comme je le dis ici, je suis le fils de Biya, mais je me dis, nous devons être stables. Et une question s'impose désormais au-dessus de tout. Qui sera ce vice-président? Né le 21 août 1971 à Yaoundé, Franck-Emmanuel Olivier Biya est le fils aîné de Paul Biya. Il est issu de la première union du président avec Jeanne-Irène Biya, décédée en juin 1992. Paul Biya s'est remarié en 1994 avec Chantal Vigouroux, de 36 ans, sa cadette, avec laquelle il a eu 2 autres enfants, Paul Junior et Brenda Biya. Franck n'a jamais bridé de mandat électif et ne figure dans aucun organigramme officiel du gouvernement ou du parti. Homme d'affaires actif, il gravite depuis longtemps dans les milieux économiques et financiers camerounais, cultivant une discrétion longtemps étudiée. Ces dernières années cependant, sa visibilité a nettement augmenté. On l'aperçoit de plus en plus aux côtés de son père lors des rencontres au sommet, tant en Afrique qu'en Europe. Un mouvement structuré, les franquistes militent depuis plusieurs années pour sa candidature, d'abord à la présidentielle, puis plus récemment à la vice-présidence. Il effectue des tournées à l'intérieur du pays, rencontre des chefs traditionnels et multiplie les contacts, notamment dans le septentrion. Pour certains observateurs, ces déplacements ressemblent à une préparation discrète, parfois qualifiée de, je cite, gelée royale. Son profil reste inédit dans l'histoire politique camerounaise. Aucune expérience gouvernementale, aucun poste de responsabilité publique, aucun discours politique marquant, mais il porte un nom. Et dans un régime où l'essentiel se décide dans le huis clos de tout dit, un nom peut parfois peser plus lourd que des décennies de militantisme. Ce schéma n'est pas nouveau sur le continent africain. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba a succédé à son père Omar après 42 ans de règne avant d'être renversé par un coup d'État militaire en 2023. Rappelle que les transmissions dynastiques restent fragiles face aux armées. En Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obiang Mangué patiente à la vice-présidence. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir à la mort de son père. En Afrique centrale, la succession père-fils tend à devenir une pratique presque institutionnalisée. La vraie question pour le Cameroun n'est donc pas tant de savoir si une telle transmission est possible, mais si elle est durable et acceptable pour le pays. C'est dans ce contexte d'effervescence que Gilbert Baola a choisi de prendre la parole face caméra, sans note, avec la véhémence d'un homme qui n'a plus rien à perdre ou qui croit avoir tout à gagner. Président du Parti républicain, fondé en avril 2013, il se présente depuis des années comme le fils naturel de Paul Biya, une filiation que le régime n'a jamais officiellement reconnue ni démentie d'ailleurs. Ce silence entretenu est en lui-même une forme de pouvoir. Ce que Baola dit en plateau est: une fois
décodé d'une clarté redoutable. Pour lui, nommer à la vice-présidence quelqu'un qui n'a jamais mis un pied dans l'arène politique, qui ne représente aucun parti, qui n'a jamais subi le verdict populaire, c'est une insulte faite à la République. Franck Biya, à quel parti politique lâche-t-il sans détour? La question est rhétorique. Elle est aussi le cœur même de sa démonstration. On ne peut pas désigner au sommet de l'État un homme que la politique n'a jamais traversé. Ni les dossiers, ni les idées, ni les cicatrices de la compétition républicaine. Juste un nom de famille. Moi, je parle en tant que président du parti républicain. Franck Biya, quel parti politique? Il faut arrêter ça. C'est un citoyen. Non, arrêtez ça. On a remis ne peut pas. Je vous dis, laissez-moi vous dire. Président, laissez-moi parler. Je vous indique. Oui. On ne peut pas prendre un citoyen lambda. Parce que vous êtes le fils, vous êtes l'oncle, on vous dit, vous désignez comme... Il y a le nom de Babou. Laissez-moi parler. Tous ces noms sont... Ce n'est pas une histoire du quartier. Hein? Ce ne sont pas, ils sont évoqués nulle part, ni dans l'histoire politique, ni ils n'ont pas des états de service. Donc le chef de l'État ne peut pas se tromper en allant désigner un individu qui ne représente rien dans l'arène politique. C'est ça le vrai problème. Gilbert Baola agite une liste. Il affirme en regardant la caméra que le chef de l'État dispose des noms de ceux qui ont attenté au patrimoine national. Ministre en exercice ou ancien ministre qui se croit à l'abri. Si vous savez que votre dossier est en suspense, la beauté, c'est d'oublier, dit-il. Dans une formule qui tient autant de l'avertissement que de la promesse. Ce passage est le plus explosif. Gilbert Baola ne dénonce pas seulement Franck-Emmanuel Biya. Il envoie un signal à l'ensemble de la classe dirigeante. Nul n'est intouchable. Les comptes seront présentés. La prédation aura une facture. On l'écoute. Il n'y a aucun ministre, je l'assume en face de la télévision, qui a un dossier de prédation qui sera même évoqué dans la liste même des vice-présidents. On connaît tout le monde, je le dis ici en face de la télévision. Vos dossiers sont au TCS. Vous avez une liste. Nous, on a les copies. Moi, j'ai une copie au moins. Vous pensez comment vous laissez passer avec la prédation? Non. C'est terminé. Vous êtes en vacances d'office. Ne croyez pas que oui, on va faire les histoires du vieux. Ça ne passera pas. C'est inexplicable. Gilbert Baola se revendique non pas comme un agitateur, mais comme un stabilisateur. Je veux stabiliser le pays, dit-il. Nous ne sommes pas un pays de guerroyeurs. Un discours de sobriété presque inattendu dans sa bouche, qui contraste avec la violence de ce qu'il vient de dire sur les dossiers de prédation. Le pays ne doit pas être un pays de guerroyeurs où on trouve nos enfants dans la brousse. Les gens parlent du nozo. Moi j'étais là-bas au début. Il y a beaucoup de gens qui croyaient que ça devait aller. Aujourd'hui, il n'y a pas un problème d'anglophonie et de francophonie dans notre pays. Il n'y a pas de distribution de postes. C'est la méritocratie. Qu'on arrête ça. Oh oui, je suis anglophone. Tu es anglophone. Est-ce que tu n'es pas camerounais? Tu es francophone, tu n'es pas camerounais. Et donc on doit choisir les gens en fonction des villages. Mais c'est terrible ça. C'est du tribalisme à outrance. C'est du tribalisme. C'est là toute l'ambulance de ce personnage, capable d'un verbe incendiaire et d'une posture quasi institutionnelle dans la même intervention. Il faut rappeler ici le parcours de Baola pour mesurer le poids de sa sortie. Incarcéré à la prison centrale de Kondengue en 2019 sur plainte de l'homme d'affaires milliardaire Jean-Pierre Amougou Belinga pour ces diffamations et injures. Il a dirigé son parti depuis sa cellule, nommant un vice-président par voie de communiqué. Son emprisonnement avait même conduit
son propre vice-président, Morgan Palmer, a tenté de le démettre de la présidence du parti. Une tentative de putsch interne avortée sous la pression de ses soutiens. Depuis sa libération, il n'a cessé de se réinstaller dans le paysage politique, à la marge, mais avec une constance qui force l'attention. Tous les ministres en poste, je vous le dis en face, si vous savez que votre dossier est en suspense, là-bas au TCS, oubliez. Oubliez. Parce que le chef de l'État a la liste, il sait qui a posé un acte contre la République, qui a entamé là le patrimoine. Vous pensez qu'ils vont faire confiance sur le label de quoi? Le peuple? Non. Vous leur avez donné 53%. Vous savez pourquoi? Les 53%, c'est le peuple qui a donné ça, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous les ministres, c'est le peuple. Parce que le peuple avait ce qu'on appelle l'instinct de la sauvegarde républicaine. Il faut faire attention. Pour comprendre ce que le 4 avril 2026 signifie vraiment, il faut remonter au 6 novembre 1982. Ce jour-là, Amadou Ahidjo, président du Cameroun, depuis l'indépendance, annonce sa démission officiellement pour raison de santé, conformément à une constitution qu'il avait lui-même taillée pour l'occasion. Son premier ministre nommé à ce poste 7 ans plus tôt est investi président de la République dans les heures qui suivent. Sans élection, sans campagne, sans urne, ce premier ministre s'appelait Paul Biya. 43 ans plus tard, le même homme semble utiliser le même manuel, une constitution modifiée, un successeur désigné dans le silence de tout dit, une transmission constitutionnelle propre, silencieuse et redoutablement efficace. L'histoire a une mémoire que les peuples lisent mieux que les juristes. La différence fondamentale est celle-ci. Biya avait en 1982 une trajectoire, secrétaire général de la présidence depuis 68, ministre d'État, premier ministre depuis 75, un homme de dossier rodé aux arcanes de l'État. Franck Emmanuel Biya, lui, n'a rien de tout cela. Son seul cursus connu est celui des affaires privées et de la fréquentation des cercles proches de son père. La question que pose Baola, au fond, brutalement, est celle-là. Est-ce que la naissance peut tenir lieu de programme? Donc, je vous le dis, et je vous le dis fermement, beaucoup disent des choses dans le couloir, moi je viens vous le dire, je vous dis, vous êtes écarté d'office. On ne discute même pas avec vous. Avec vos partis politiques, c'est votre problème. Parce qu'il y a d'autres qui ont créé les tremplins avec des partis politiques de représentativité. Oui, quand on va faire ceci, moi je veux faire ceci. Essayez. Nous, on a des dossiers. Ce sont ces dossiers qui nous expliquent comment est-ce que la République fonctionne. D'autres noms circulent pour la vice-présidence. Ferdinand Ganga, secrétaire général de la présidence, souvent décrit comme le numéro 2, officier du régime depuis des années. Joseph John Gouté, premier ministre en exercice anglophone, dont la nomination enverrait un signal fort vers les régions en crise depuis près d'une décennie. Philémon Yang, qui présida l'Assemblée générale des Nations Unies entre 2024 et 2025. René Emmanuel Sadi. Les équilibres régionaux linguistiques, religieux sont en jeu. Chaque profil ouvre ou ferme une fenêtre. Mais derrière cette liste de prétendants, la vraie question est celle que le pays évitait depuis 40 ans. Que se passe-t-il après Biya? La révision constitutionnelle y répond à sa manière. Elle confie la réponse à un seul homme de 93 ans au pouvoir depuis 1982 face à une nation de 30 millions d'habitants dont une large partie est née après son arrivée au palais de Touti. C'est dans ce vide de légitimité
que Gilbert Baola surgit avec sa parole incontrôlable, son parti sans masse, son passé judiciaire, sa filiation revendiquée. Il n'a aucun pouvoir réel, mais il pose en face caméra les questions que personne dans le sérail n'ose formuler à voix haute. Et dans un pays où le silence est la règle du jeu, cette seule audace vaut une forme d'acte politique. Entre les deux hommes, l'un discret, adoubé par la mécanique dynastique, l'autre tonitruant, armé de sa seule parole, se tient un peuple camerounais que personne n'a consulté, ni sur la Constitution, ni sur son successeur, ni sur l'avenir. Merci.